Bienvenue sur Radio Sport. Aujourd'hui au programme, nous allons parler d'endurance auto avec notamment l'engagement de Peugeot Sport. Je suis Anthony Drevet et on entre tout de suite dans notre motorhome. Motorhome, c'est votre rendez-vous dédié au sport mécanique sur Radio Sport. Soyez toutes et tous les bienvenus pour évoquer de l'endurance auto avec des invités de taille. On va parler des 24 heures du Mans, on va parler d'endurance plus précisément et d'une équipe française avec Peugeot. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Olivier Jansoni, directeur technique de l'équipe Peugeot Sport dans le groupe Stellantis. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être présent. Bienvenue ici sur Radio Sport. Merci. Bon, on va parler d'endurance. Attention, ça va être assez costaud justement. Et face à vous, on va retrouver Christophe Marie, qui est ingénieur, qui a été leader de projet, notamment passé par Peugeot. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bon, j'espère qu'on va pouvoir aborder plein de choses sur l'endurance. Aussi. Bon, impeccable. On est entre passionnés, entre amis. Et on a le plaisir également d'accueillir un pilote en visio, pilote Peugeot Sport également, ou avec double champion du monde de Formule électrique, Jean-Éric Verne. Bonjour Jean-Éric. Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue en tout cas ici sur Radio Sport. On va parler endurance, on va parler du défi que représente une course comme les 24 heures et plein d'autres choses. Donc voilà, prêt à être cuisiné Jean-Éric ? Toujours prêt, ouais. Ça va. Et on a également notre petite voix, notre champion du timing, Maître Capello. Ça va Maître ? Bonsoir tout le monde, bien sûr que ça va. Bon, j'espère quand même que tu as des bonnes questions aussi, hein. Oh, il y en a toujours. Bon, d'accord. Alors, bienvenue dans notre motorhome. On va découvrir donc des disciplines, des profils, des projets. C'est l'objectif, évidemment, des infos, des stats, des explications à la découverte de la course et de l'endurance. Et donc, on va mettre en lumière l'engagement de Peugeot en championnat du monde d'endurance. On va faire un saut dans cette organisation. Et donc, installez-vous dans notre motorhome. On va commencer tout de suite cette émission spéciale endurance. Alors l'histoire de Peugeot, elle est quand même assez importante. Olivier, Peugeot en endurance, ça date des années 90 avec un premier projet, avec la 905 notamment. Est-ce que déjà vous étiez de la partie ? Alors non, moi j'étais pas à la partie. Par contre, merci. Je crois que Christophe y était. Laisser Christophe raconter après. Oui, non, c'est le troisième projet d'endurance de Peugeot, 905 dans les années 90, les années 2000 avec 908. Et là, pour le coup, j'étais de la partie. D'accord. Et puis 9X8 qu'on a commencé en 2020. Avec des victoires aux 24 heures du Mans et une belle participation. Avec 3 victoires au total 24 heures du Mans, 2 905 et une 908 en 2009, qui est la dernière. Ouais. Et donc, 3 participations avec 9X8 aux 24 heures du Mans. Et oui, parce que c'est un projet qui est de retour depuis 2022, c'est ça ? C'est un projet qu'on a démarré en fait fin 2019. Ouais. Ça prend un peu de temps pour concevoir une hypercar. On a été au Mans en 2023 pour la première année. Donc 2023, 2024, 2025. Voilà. Pour l'édition du centenaire, c'est pas mal. C'était pas mal. Christophe, c'est vrai que cette aventure Peugeot, elle a été couronnée de succès. Et c'est vrai que Peugeot est depuis longtemps engagé dans l'endurance, en fait. Oui, effectivement. Alors, je pense même que si on regarde un peu l'historique, ça a même été probablement antérieur à la 905. Ouais. Hein. Mais pour rester dans la période plus récente... C'était en tant que motoriste avant non, pas vraiment. Je crois que non, il y a eu des Peugeot qui ont été engagés aussi. Années 80, d'accord. Ouais. Rouge et bleu peut-être. Bien avant. Alors il y avait des WM, il y avait mais même dans les années d'avant-guerre. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, on va pas faire plus vieux qu'on l'est. On va essayer. Du coup, la 905, moi j'ai atterri, je dirais, chez Peugeot Sport au début du programme 905. Donc effectivement, avec Jean Todt à l'époque qui dirigeait l'équipe et qui m'avait embauché. Donc c'était une salve moderne de participation qui s'est faite sur 3 années, 91, 92, 93, si je dis pas de bêtises, et qui s'est soldée par le triplé en 93 et puis première et troisième place, je crois, en 92. Donc qui était pour le retour de Peugeot déjà un bel
un beau résultat et effectivement couronné de succès l'année d'après avec le triplé. Jean-Éric, tu suivais un petit peu, tu étais très jeune, hein, dans les années 90 déjà, l'aventure en endurance et avec Peugeot? Non, pas du tout. Je commençais à peine le karting. J'avais 3 ans. Je suis né en 90, donc non, zéro souvenir. Bon, d'accord. Et après, par contre, la 908, ça te marque plus? Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Le Mans, ça a toujours été une course que j'ai regardé après mes années F1, avant d'arriver en F1, j'étais vraiment focus sur ce que je faisais, sur les catégories dans lesquelles j'étais, et, j'étais focus sur mon arrivée en F1. Donc je regardais pas trop le Mans. Ah, Et évidemment, j'ai suivi les victoires des Peugeot au Mans. Ouais. Ouais, quand même, Ça n'avait effectivement. échappé à personne. Et alors, du coup, la première fois que tu as couru aux 24 heures du Mans, quelle a été la sensation finalement? Bah, c'est une course extraordinaire. C'est pour moi la plus belle course au monde. C'est un rêve de tout pilote de faire cette course, et évidemment de la gagner. Donc j'ai commencé en 2016 ou 17, je me rappelle plus exactement, à l'MP2. Mhm. Ensuite j'ai fait 4 éditions à l'MP2, dont une que j'ai gagnée que pour 24 heures, parce que 24 heures après on était déclassé. Mais au c'était moins avec j'étais TDS. sur le podium. J'ai vu j'étais avec l'équipe G-Drive TDS. J'ai vu ce que c'était de voir cette foule, ce podium absolument fantastique, qui est pour moi de loin le plus beau podium au monde. Et ensuite mon retour au Mans en 2023 avec Peugeot. Et c'est vrai que Dans la catégorie hypercar. oui, exactement, la grande catégorie, parce qu'on rappelle qu'il y a au Mans 3 catégories, donc hypercar, LMP2 et LMGT3. On s'intéresse qu'au proto et à l'hypercar aujourd'hui, mais évidemment, il y a d'autres possibilités dans le motorhome de s'intéresser à l'endurance. Olivier, le fait de faire partie d'une équipe comme Peugeot, de représenter une marque à l'international, parce que c'est un championnat du monde, évidemment, il n'y a pas que le Mans, ça représente toujours quelque chose en tant que directeur technique? Oui, il y a un championnat du monde, il y a une marque qui est derrière et qui utilise l'endurance pour promouvoir ses produits, et ça c'est le plus important. Et pour nous, c'est la garantie de la continuité de nos programmes et de notre activité sportive. Donc c'est extrêmement important. On a la chance de vivre une période qui est quand même assez incroyable en termes de développement de championnat. On fait des courses qui sont vraiment passionnantes, avec un public aussi qui répond présent. Là. Oui. Ça fait quand même 2 années que les 24 heures, c'est absolument phénoménal. À guichet fermé? Exactement, même 3. Donc c'est vraiment sympa de faire partie de cette période-là. Et avec beaucoup de constructeurs engagés aussi. Ouais, donc ça rend le challenge encore plus difficile, mais ça fait des courses et un plateau qui sont très relevés, donc c'est très valorisant, et pour la marque c'est aussi valorisant en termes d'image. C'est quoi le rôle d'un directeur technique? Est-ce que c'est le directeur technique qui choisit Jeff par exemple et tous les pilotes Peugeot? Est-ce que on choisit les solutions? Comment ça se passe? Moi effectivement je suis directeur technique et je suis aussi team principal, donc oui. j'ai la responsabilité effectivement du choix de la sélection des pilotes, donc on fait pas ça tout seul, mais et puis j'ai la coordination technique de la voiture au niveau développement et au niveau de l'exploitation en piste, et donc mon boulot c'est de faire en sorte que tout le monde arrive à communiquer et à se parler sur les problématiques techniques pour tirer le mieux de l'équipe, non seulement sur la partie exploitation, c'est-à-dire les gens qu'on va voir pendant la course, mais également tous les gens qui nous aident, qui restent basés notamment pendant les 24 heures à Satori. Eh oui. Ça, On n'imagine pas trop, mais c'est une logistique technique qui est assez énorme. Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne se déplacent pas. Christophe, toi, tu te déplaçais sur les événements ou pas? Non, quasiment jamais. Il y avait plus d'essais à l'époque en Formule 1 notamment. Donc là, à cette époque-là, j'avais des équipes effectivement qui étaient dédiées pour faire un certain nombre de mesures sur les véhicules et sur les moteurs, mais c'était plutôt ciblé sur des essais spécifiques, et quand le truc se mettait à marcher, on repassait le bébé, je dirais, aux équipes d'exploitation qui là faisaient les courses et s'occupaient de rester, on va dire grosso modo, dans les fourchettes de fonctionnement qu'on avait définies. Sinon, après en endurance, moi je suis revenu sur la 908, je suis resté 15 jours avant que le programme soit arrêté. Oh mince, ah oui, c'est 2011-2012. Bah ouais, c'était l'époque où il y avait l'histoire du budget total qui avait été après basculé sur d'autres projets en interne, et donc du coup j'ai vu juste la fin du projet, et puis la difficulté des reclassements des gens, mais bon, ça a été une période trop courte pour que je puisse avoir vraiment des choses subtiles à raconter sur ce sujet, quoi. Comment ça se passait le fait d'être en lien justement avec le directeur technique, avec le team principal en tant qu'ingénieur justement? En 93, dans les années 90, oui, puis après... disons que il y avait alors, dans les années
de la 905, il y avait beaucoup moins de monde. D'accord. On était 52 au moteur quand je suis arrivé, on était 120 en tout chez Peugeot Talbot Sport, donc ça faisait une dimension d'équipe effectivement beaucoup plus directe en tout cas dans le management et voire même un peu les mentalités étaient aussi légèrement différentes à l'époque, un peu plus old school et donc ça crée enfin c'était une vraie équipe qui était assez soudée. Pour le bien et pour le mal aussi, parce que parfois, quand on est trop proche, il finit par y avoir des frictions aussi, et puis des fortes personnalités. Donc, il y avait des gens, il y avait Jean Todt, il y avait André de Cortance, il y avait Jean-Pierre Boudy. Bon, on avait quand même des figures hautement fortes pour assurer la direction du programme. Donc du coup l'interface avec ces gens-là, puisque c'était l'objet de la question, il se faisait assez naturellement et ça pouvait aller des fois de coups de gueule avec des coups de poing sur la table pour faire que on fasse les choses qui vont dans le bon sens. Donc c'était plus rude, hein, c'était un peu sportif comme niveau de management, mais il y avait par contre une attention particulière à l'humain. Et là, même quand André de Cortance nous passait des savons, on avait derrière un André de Cortance qui venait voir le dimanche matin suivre nos essais en même temps que nous. Il se levait le matin, et voilà. Ah bah oui. Il y avait un vrai soutien, quoi. Donc ça c'était possible en tout cas à l'époque. Après dans les enfin moi j'ai des équipes de Formule 1 un peu plus grosses, ça a été sûrement très différent. Donc par contre Olivier il doit pouvoir témoigner. Justement. Ouais, nous, en fait la dimension d'équipe ça n'a pas tellement changé. Donc, aujourd'hui on doit être à peu près 130-140 personnes sur le projet 9X8. Donc c'est pas si différent. Ah ouais, je pensais qu'il y avait... Non, c'est pas la F1 et ça fait partie des trucs que moi je trouve personnellement assez sympa. C'est on a une proximité avec les équipes. On est contingenté en termes de nombre de personnes qu'on peut emmener sur les épreuves. Donc aujourd'hui, c'est 51 personnes déclarées dans la partie technique. Donc c'est-à-dire qu'une course, c'est 51 personnes pour 2 voitures qui sont quand même très complexes, des voitures hybrides, donc avec une grosse partie sécurité électrique, haute tension assurée, ce genre de choses. Donc ça fait des équipes qui sont quand même assez chargées. Et puis c'est des projets qui sont très challenging pour les hommes en général, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de nos équipes. On fait 8 courses par an, des déplacements qui sont longs, plus les 24 heures, qui en fait est une course en réalité de 10 jours. Hein. C'est-à-dire que on dit 24 heures, mais c'est le TSD qui maintenant est le week-end d'avant. C'est vrai. Plus la préparation au moment, plus tous les essais. Puis t'as tes 40% de personnel qui sont sur place. Du coup. Exactement. Et donc on est donc en fait c'est un peu ça. On demande beaucoup aux équipes. Ce sont essentiellement et quasiment tous des gens très passionnés, parce que sans la passion c'est compliqué de tenir ce rythme-là. Et la contrepartie, il faut parfois trancher. Et donc la contrepartie, c'est qu'on doit aussi effectivement avoir une face un peu humaine, parce que c'est compliqué d'emmener des gens au bout de leur fatigue physique et mentale parfois, si on n'a pas un peu de un management un peu humain. Ouais. Ça, c'est vrai, faut penser à l'humain. Jean-Éric, comment tu gères une semaine de 24 heures? Alors, évidemment que je parle d'endurance en général. Il y a des courses de 8 heures notamment. Mais là, une course de 24 heures, c'est une vraie endurance, mais dès le dimanche de la journée test, non? Ouais, comme Olivier le mentionnait, c'est plus que 10 jours même, c'est toute une année, parce que toutes les courses du championnat du monde, même si elles sont extrêmement importantes en termes de points, parce que à la fin, la course de 24 heures compte, mais aussi le championnat du monde compte pour l'équipe et tous nos partenaires. Donc ces courses de préparation, ça va être, je sais même pas combien on a fait de tests de 24, 36 heures, parfois même 48 heures, enfin je sais même pas, mais c'est des jours et des nuits entières passées avec les équipes au froid pendant l'hiver sur un circuit dans le sud de la France ou de l'Espagne ou du Portugal, mais où il fait quand même 0 degré la nuit, où la nuit tombe à partir de 18 heures, le soleil revient à 8 heures le lendemain, donc c'est tous ces moments de préparation qui sont difficiles, et ensuite la semaine de cours, je pense qu'on arrive prêt en fait. On se pose pas la question de ce qu'on doit faire, que ce soit les pilotes, les ingés, les mécanos, on est tous prêts pour cette semaine de course, et c'est les mois, années de préparation de tout ce personnel qui est important. Mais après, comment gérer la course, enfin la semaine, je pense qu'il faut savoir se reposer au bon moment, il faut savoir garder son énergie. Et comme Olivier le mentionnait, le côté humain est extrêmement important, parce qu'il y a des personnes qui vont craquer peut-être plus vite que d'autres. Et c'est important de garder tout ce petit beau monde ensemble, motivé, et surtout prêt pour la course, le départ à 16 heures, parce que
Lorsqu'on arrive le vendredi d'avant, qu'on a la pesée officielle, qu'on a le test day, qu'on a le track walk avec les ingénieurs, qu'on a une multitude de meetings, en général, que ce soit les pilotes ou les ingés, avant déjà 16 heures le samedi, tout le monde est déjà plus ou moins grillé. Donc c'est important c'est important d'être prêt pour ce début de course, et la semaine est déjà extrêmement éprouvante, quoi. Et puis il y a aussi cette gestion avec des équipiers, pardon. Ça, c'était quelque chose que tu connaissais pas avant, évidemment, avant de faire de l'endurance. Ça se passe bien, partager sa voiture? Oh non, ça se passe très bien. Je pense que c'était la raison pour laquelle j'ai fait du LMP2 aussi, c'était pour pouvoir prouver à des équipes futures d'hypercar. Enfin, je savais même pas que ça allait s'appeler l'hypercar. À l'époque, c'était LMP1. Donc, quand on sort de la F1, on a tout de suite cette étiquette du pilote qui veut absolument tirer la couverture vers lui à tout temps, ce qui est vrai. Donc c'était important de montrer non pas uniquement une pointe de vitesse, mais aussi montrer qu'on se crachait pas, montrer qu'on faisait pas de faute, montrer qu'on pouvait travailler en équipe avec les autres coéquipiers, accepter parfois de faire des week-ends de course sans passer en train de pneus neufs, accepter parfois de monter dans la voiture avec un setup qui vous convient pas forcément, mais qui va mieux convenir aux deux autres pilotes. Donc à la fin de la journée, lorsqu'on regarde la balance, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Donc, un bon pilote d'endurance, c'est un pilote qui est capable de faire passer les intérêts de l'équipe et de ses coéquipiers avant eux. Donc oui, c'était quelque chose de nouveau. Après, ça fait maintenant, ça doit faire ma 7e ou 6e, 7e, ou je sais même plus, édition des 24 heures. Donc, je commence à avoir l'expérience de ce côté-là, et ça se passe très bien avec tous les coéquipiers avec qui j'ai pu faire d'ailleurs le Mans. Comment on met en place une telle équipe, justement, Olivier, que les pilotes s'entendent bien, que quand il y a des mécaniciens qui peuvent peut-être faire une petite erreur, quand le pilote fait une petite erreur, que chacun se saute pas dessus, quoi, j'allais dire. C'est ce qui me frappait tout à l'heure quand on discutait là des trois périodes Peugeot, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est très commun entre non, moi j'ai vécu 908 et puis 9X8, c'est dans les deux cas on a reconstruit une équipe quasiment de zéro, c'est-à-dire que on avait encore quelques personnes de la génération précédente, mais globalement c'était quand même des gens qui étaient nouveaux, qu'on a agglomérés, qu'on a reconstruit. Et nous on a fait les choix dans les deux cas de gérer aussi bien la partie conception de la voiture que la partie exploitation en interne avec une seule et même équipe, ce qui je pense est le bon choix parce que ça permet de raccourcir beaucoup de flux de communication et d'être globalement plus efficace. Et le pendant de ça, c'est qu'il faut recréer et rebâtir complètement une équipe, et y compris une équipe de course avec effectivement des mécanos. Mais enfin, aujourd'hui, ça peut faire rire parce que on vient de gagner là, le concours pit stop au Mans avec notre équipage qui a été le plus rapide là justement sur la voiture de Jeff sur la 93. Il faut comprendre qu'il y a 4 ans, on avait personne qui savait faire un pit stop. On se faisait tomber les roues sur les pieds, et tout ça s'est construit. Et c'est une façon un peu imagée d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, bien évidemment, mais on a reconstruit tout ça. C'est-à-dire qu'on a construit toutes les méthodes de travail, un petit peu sur ce qu'on avait fait en 908, donc la génération d'avant, mais surtout ça a tellement changé, tellement évolué, qu'on fait des choses qui sont aujourd'hui en exploitation, par exemple, beaucoup plus compliquées. Parce que les voitures sont plus compliquées, que le niveau est monté. C'est vrai, parce qu'on a parlé de l'hybride, justement. Enfin, c'est vraiment une compétition qui est très technologique, quoi. C'est très technologique, et puis on a un système d'équivalence de voitures qui fait qu'on va chercher les détails deuxième ou troisième ordre, ce qu'on faisait pas encore il y a 10 ou 15 ans. Donc le niveau de raffinement dans ce qu'on essaie de faire est très élevé. Voilà. Et il est bien plus élevé. Alors, en tous les cas, pour moi, c'est certain que ce qu'on faisait encore sur 908. Ouais, ça, j'imagine. Jeff, tu l'as remarqué, ça, justement, cette mise en abîme de la technologie, justement, et l'utilisation au maximum de l'hybride. Alors, tu connais ça avec la formule électrique aussi, mais c'est quelque chose qui, en tant que pilote, est devenu naturel maintenant pour toi? Ouais, c'est devenu naturel à partir de... ça fait bien 10 ans maintenant que toutes ces nouvelles technologies ont démarré. L'ère hybride, électrique, avec l'arrivée de la Formule E, l'hybride aussi, l'hybridation maintenant en F1. C'est des éléments qui sont très importants pour les constructeurs et aussi pour les partenaires techniques de ces constructeurs, que ce soit des pétroliers, que ce soit des fabricants de boîtes de vitesse, de batteries, de moteurs électriques, parce que c'est aussi la direction qu'est en train de prendre et qu'a pris déjà depuis plusieurs années maintenant l'industrie générale de l'automobile. Donc le sport auto a toujours été une vitrine des technologies qui sont inventées en sport auto. Et c'est un cas, et c'est important que le sport auto reste cette vitrine de nouvelles technologies qui sont trouvées pendant les 24 heures du Mans sur la F1, sur toutes les catégories qui ont une importance d'avoir des constructeurs. Ouais, c'est vrai. Donc oui, ça fait. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y.
Non. Donc je disais, en tant que pilote, t'es pilote aussi pour une équipe, mais t'es aussi ambassadeur dans le constructeur qui, à la fin de la journée, veut vendre des véhicules. On est là à démontrer euh, que ces technologies fonctionnent sur le long terme, qu'elles fonctionnent en termes de performance aussi. Et les pilotes sont, tout comme l'équipe d'ailleurs, et un véhiculeur ça se dit, oui, véhiculeur, Ouais. véhicule l'image très importante. Euh, Très importante pour qui arrive jusqu'au client et de manière à ce que les constructeurs vendent plus de voitures. Ça a toujours été le but du sport auto, ça a toujours été cette vitrine. Aujourd'hui, la vitrine est absolument incroyable quand on regarde les 24 heures du Mans, le nombre de constructeurs qu'il y a, le nombre de fans qui sont présents sur cette course. C'est vraiment ces années-là qui sont importantes. C'est probablement les plus belles années de l'histoire de l'endurance. Et c'est ces années où on veut performer et on veut gagner et on va tout faire avec Peugeot pour y arriver. Ah mais c'est clair. Alors je voulais rebondir justement, Christophe, ça fait depuis 1923 que les 24 heures du Mans, c'est vraiment le laboratoire technologique. Oui. T'as vu une évolution aussi là-dessus avec l'utilisation de l'hybride désormais, avec maintenant vraiment toutes ces technologies qui sont fiables. Et c'est là où je voulais en venir. Oui, alors l'évolution a été gigantesque sur la partie moteur qui correspond à mon expérience centrale. On est effectivement passé de technologie, on va dire technologie en tant que matériaux. Finalement, on a fait quelques évolutions, mais pas de façon gigantesque. Par contre, on y a apporté du savoir-faire, de la maîtrise technique, notamment de l'accès au régime élevé, vibrations, etc., qu'on a fait en développement sur les moteurs atmosphériques et qui ont permis de fructifier au maximum les petits développements qu'il y avait eu en matière de métallurgie et qui se sont convertis en gros steps de performance grâce à la maîtrise des rotations élevées, à régime très élevé. Ça, c'était sur les moteurs atmosphériques. Après, pour faire simple, en gros, les puissances ont doublé en doublant les régimes, en l'espace de 10-15 ans, quoi, maximum. Et un moteur 3,5 litres de l'époque 905 pouvait faire dans les 700 chevaux. On était à mi-distance de la vraie évolution qu'il y a eu encore après, mais déjà on avait fait un step par rapport aux 500-550 chevaux. Il y avait 200 chevaux d'écart qui étaient sur place 2-3 ans avant, quoi. Donc ça a démarré très fort, la 950 a bénéficié, et après Peugeot s'est engagé en Formule 1, où là le développement a été poussé beaucoup plus loin, donc on est passé de 14 000 tours à pratiquement 20 000 tours, Ouais, c'est ça. où là on a eu 2 fois plus de puissance pratiquement d'un même moteur. Donc ça c'est la maîtrise, on va dire, de la technologie et un petit peu de la métallurgie au travers de cet accouplement. En tout cas, les gains ont été notables. Après, sur le reste du véhicule, là peut-être Olivier, t'es mieux placé que moi pour pouvoir parler sur... Finalement, c'est un peu toujours le règlement technique qui tire et qui borne le périmètre de développement. Si je reprends 908 par exemple, c'était effectivement pareil, moteur, c'était une époque extraordinaire pour les motoristes parce qu'on défrichait complètement des techno-moteurs, et donc là c'est pareil, on annonçait des gains de 80 chevaux par an sur des règlements bornés, c'était des trucs incroyables. 9X8 c'est du moins Hypercar maintenant, c'est un cadre réglementaire qui est très différent. En fait, on a une enveloppe de performance dans laquelle la voiture doit s'inscrire. Donc, effectivement, sur le moteur, par exemple, on a une puissance qui nous est donnée et on n'essaie pas de dépasser la puissance. Tout à fait. On n'a pas le droit de dépasser la puissance. En fait, il faut utiliser au mieux Le cadre est beaucoup plus contraint. Voilà, faut être dans le cadre. Par contre, on va chercher des choses qu'on regardait pas avant, parce que quand on est dans un cadre ouvert, on peut aller chercher du premier ordre et ce qu'on sait plus faire nous aujourd'hui. Donc, on va chercher des trucs plus pointus, plus fins, parce qu'on est contraint et qu'on n'a pas d'autre choix pour arriver à se différencier. Il faut tout maximiser, c'est ça le problème. Voilà. Et donc, et du coup, ça a créé en fait des métiers ou des qui n'existaient encore pas il y a 5 ans ou 10 ans. Donc nous, on a notamment une partie développement software que les gens on n'imagine pas trop dans des voitures de course, mais qui est au cœur du développement des voitures de course aujourd'hui. Et toute la gestion et l'optimisation du système 4 roues motrices hybride dans le cadre du règlement et de la balance de performance, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie, mais dans lequel on met beaucoup de ressources, parce que c'est là où on y trouve un petit peu de performance. Ouais, c'est vrai. Et donc c'est le règlement qui a créé ces métiers qui quelque part n'existait pas il y a encore 5 ans.
Ça, c'est vraiment impressionnant à noter aussi. Moi, Jean-Éric, je m'intéresse à la performance et surtout bien au fait qu'il y ait beaucoup de constructeurs, tu l'as dit. Ça intéresse énormément de fans, bien sûr. Mais il y a très peu d'écart, en fait, entre le premier et le 20e en catégorie hypercar. Ça, c'est quelque chose qui est assez important en tant que pilote. Je sais pas, tu retrouves une seconde entre le premier et le 20e. Ça doit être difficile en termes de pilotage. Faut tout optimiser aussi. Il faut être parfait au niveau du pilote et au niveau de l'équipe. Il n'y a plus d'abandon mécanique. Il y a vraiment une vraie fiabilité, quoi. Ouais, je pense on est dans une ère quand même ça fait quand même peut-être 10-15 ans où, que ce soit en F1, en Formule E, en endurance, 24 heures du Mans, même IndyCar, où le niveau des pilotes est tel que la différence entre le meilleur pilote et le moins bon pilote engagé sur la grille, elle est quand même assez petite. Et ces courses de 24 heures, pour moi, c'est plus réellement des courses d'endurance. C'est une course de sprint qui dure 24 heures. Mais on est à fond du début à la fin. On essaie de maximiser le moindre dixième, absolument à tous les tours, tous les virages. Essayer d'aller prendre des risques, parfois inconsidérés pour aller doubler une GT ou l'MP2. Parce qu'on sait que sinon on va se prendre du trafic pendant 3-4 virages et perdre 2-3 secondes. Donc ces batailles de gains sont du début à la fin de course. Donc c'est une certitude que les écarts sont faibles. Mais étant donné que le niveau des pilotes est extrêmement élevé, le niveau de compétition de toutes les équipes aussi est extrêmement élevé. Il n'y a plus vraiment une équipe qui fait des grosses erreurs. Dans le passé, il y avait des voitures qui arrivaient qui étaient à 3 secondes moins vite et qui étaient capables de gagner les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, c'est absolument impossible. C'est juste un rêve. Donc, ça met vraiment l'accent sur le niveau des équipes, de performance des voitures, et aussi des pilotes, et aussi que ce soit les mécanos, les ingés. Il faut être smart sur l'opportunité qui est à saisir pendant la nuit parce qu'il y a un safety car ou parce qu'il y a un full course yellow et parce qu'il faut qu'on fasse un peu un risque calculé pour aller gagner du temps. C'est une course passionnante, intéressante. C'est la raison pour laquelle les ingés aussi restent sur le pit wall pendant plus de 24 heures sans dormir. Donc voilà. Et alors, toi, en tant que pilote, justement, parce que c'est devenu un sprint de 24 heures, faut quand même trouver le sommeil, faut que tu sois au meilleur de ta forme, justement, si on t'appelle à 3 heures du mat pour prendre le volant. Comment t'arrives à faire ça? Faut que tu comptes sur une équipe d'ostéo, une équipe de kiné, je sais pas, ou un petit lit confortable? Comment ça se passe? Faut compter sur l'adrénaline. Ah, d'accord. C'est juste ça le secret? C'est que ça, non, c'est que ça. Ouais. Honnêtement, oui, c'est ça, parce que je discute avec tous les pilotes. Il y a des pilotes qui font, je sais même pas combien de milliers de kilomètres en vélo, de course à pied, qui ont un cardio juste extraordinaire. Ils souffrent pareil que ceux qui font pas de sport. J'en connais 2-3 qui font absolument pas de sport. On souffre tous de la même manière. Non, alors ils sont pas français, ils sont pas dans notre équipe, donc mais je les citerai pas non plus. Mais et la réalité, c'est que c'est l'adrénaline qui nous fait tenir. Il y a des pilotes qui ont gagné le Mans sans les citer non plus, mais qui m'ont dit le vendredi soir n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Pendant la course, ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Donc je sais pas si vous imaginez, c'est plus de 48 heures sans dormir. Et les mecs, ils performent. On est toujours là pour performer parce que il y a cette adrénaline de course qui nous maintient tous en éveil. En revanche, le jour, le moment où la course se termine, c'est là où on crache assez sévère. Ça, c'est clair. C'est quoi ton moment préféré? Tiens, on va te libérer bientôt, Jean-Éric, mais ton moment préféré dans une course comme les 24 heures, par exemple? Moment préféré, alors j'ai envie de dire quand on est sur le podium à gagner la course. Mais c'est tellement logique que je vais pas dire ça. Non, le moment préféré, c'est probablement avant le départ, la cérémonie de départ. C'est là où on voit tous les 180 pilotes alignés, la Marseillaise, l'hélicoptère de l'armée qui ramène le drapeau français, toute cette cérémonie avec tous ces fans à droite, à gauche. C'est assez poignant. C'est émotion garantie, frisson garanti. Et je trouve que c'est pas quelque chose que j'ai ressenti sur d'autres courses, même que ce soit un F1, que ce soit Monaco Grand Prix. J'ai jamais ressenti l'énergie qu'il y a avant une course, avant le départ de cette course des 24 heures du Mans. Ah, c'est intéressant ça, parce que finalement, en fait, on a un championnat du monde, mais on a les 24 heures du Mans, c'est une course dans ce championnat du monde, c'est même quasiment un championnat du monde à part entière, quoi.
C'est une course qui est très importante, qui reste la plus importante, même si on essaie de développer le championnat, et je pense que c'est important qu'il se développe parce que ça permet aussi d'avoir de la visibilité pour l'ensemble de nos marques, et tous les constructeurs sur une année, pas juste sur une course. Ça reste une course qui est mythique, qui arrive évidemment une fois par an, et qui est la course que tout le monde veut gagner. Donc oui, et elle se prépare différemment. On a un règlement sportif qui est un petit peu différent, c'est pas exactement le même règle de safety car, donc c'est pas la même stratégie non plus. Après, où je rejoins complètement Jeff, c'est que aujourd'hui c'est un sprint de 24 heures. Ouais. On l'aborde en termes de rythme, on n'a aucun moment où on relâche la pression sur quoi que ce soit. On roule aussi vite encore en 24 heures que sur une course de 6 heures. Et ça, je pense que ça a changé. On n'économise absolument pas les mécaniques. Et c'est vrai que c'est remarquable, je pense, le niveau de fiabilité des voitures maintenant. Mais c'est ça. Quand on met finalement d'un côté la complexité des autos, parce que ce sont des autos qui sont très complexes, notamment les LMH quadrimotrices, donc assez compliqués à fiabiliser finalement, parce que complexes techniquement, et en même temps on les voit rouler à fond sur 24 heures avec en majorité tous extrêmement fiables. C'est vrai que c'est quand même un effort qui est fait là-dessus qui est assez remarquable, et le niveau atteint dans la fiabilité des autos du plateau est plutôt spectaculaire, je pense. Ouais, c'est clair. Ça t'impressionne ça, Maître Capello, avant qu'on libère Jeff? Oui, j'ai une question à ce sujet. Ah, voilà. Ouais, j'ai des voitures, mais si tu veux, elles sont moins fiables. Alors comment ils font pour avoir une voiture aussi fiable que ça? Parce que on est d'accord qu'on ne fait que de l'innovation. Alors, la fiabilité. La fiabilité, c'est un gros sujet parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà des risques techniques qu'on prend au début. Aujourd'hui, on a deux formules en hypercar entre les LMH 4 roues motrices et les LMDH. Alors, par principe, la fiabilité aujourd'hui, elle est plus difficile à atteindre en LMH, simplement parce que le constructeur développe ses propres organes et ses propres composants. Donc, il est tout seul à les valider. Finalement, pour une équipe qui travaille bien, la fiabilité, à la fin, c'est principalement lié au kilométrage parcouru. C'est-à-dire l'idée, c'est de parcourir un maximum de kilomètres pendant les fameuses séances d'hiver un peu longues que Jeff décrivait, pour arriver à mettre de son côté, à rencontrer tous les cas, toutes les situations de température, de conditions atmosphériques, de pistes, de taux de charge, qui permettent d'avoir tout balayé. Et là, on se dit, on n'a pas rencontré le problème dans l'ensemble de ce qui peut nous arriver au Mans. Donc, du coup, on est fiable pour les 24 heures du Mans. Donc, bien évidemment, pour les constructeurs LMDH qui achètent en majorité des composants qui sont communs, ils peuvent mettre en commun quelque part ce kilométrage parcouru et fiabiliser ensemble leur voiture. Nous, c'est un petit peu différent. Donc, nous, c'est l'LMH, donc c'est Toyota, Ferrari, Aston Martin et nous. Avec là-dedans 3 constructeurs qui en plus développent un système hybride, Tout à fait. 4 roues motrices qui est complexe. Voilà. Oui, il y a Aston Martin qui vient sans Exactement. système. Et donc le principe de fiabilité, enfin pour atteindre la fiabilité, plutôt c'est la validation. Donc c'est d'augmenter son kilométrage et de parcourir effectivement des longues distances et souvent dans des temps relativement longs, parce que c'est compliqué d'avoir un circuit qui reprend la vitesse moyenne des 24 heures du Mans. Donc tous les circuits qu'on peut utiliser ont toujours des vitesses un peu plus basses, et du coup il faut rouler beaucoup plus que 24 heures pour arriver à faire le kilométrage. Voilà. Ouais, c'est vrai que. Après, il y a la sévérité aussi des cycles. Moi, j'ai une anecdote sur la 905, l'année du triplé, si je dis pas de bêtises. On avait revalidé des pièces de dernière minute qui avaient eu des problèmes en simulation 10 jours avant la course. Et on avait passé au banc des pièces avec un cycle de validation où on restait arbitrairement longtemps sur des résonances de pièces, etc. Et effectivement, cette année-là, il y avait une pièce qui avait cassé dans un cycle que moi j'avais défini à l'époque comme étant le cycle qui devait nous border pour avoir la fiabilité en course maximale. Sauf que la décision, elle était arbitraire, hein, dans le sens où jusqu'où aller prendre des marges. Et en fait, la pièce a cassé, et là, ça rejoint l'impact aussi, dont on n'a pas parlé complètement, mais l'impact psychologique dans les équipes. C'est que ma question, c'était est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Parce que j'avais exagérément pris probablement plus de ceinture et bretelles pour valider la pièce. Et du coup, j'ai décidé de pas en parler. Et à la fin de la course, à l'arrivée, je l'ai dit à Jean-Pierre Boudy, à mon chef, je lui ai dit, tu sais, il y a un truc que je t'ai pas dit, Jean-Pierre. C'est qu'on a cassé la pièce 3 jours avant la course, quand on faisait l'endurance. Ah bon? Ah ben t'as bien fait de pas me le dire. Effectivement. Et voilà, donc il y a aussi, alors ça c'est une anecdote par rapport à la technique, mais je pense que il y a beaucoup de situations qui fonctionnent aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect relationnel, émotif, informatif ou pas. Qu'est-ce qu'on partage pas, voilà, qui impacte. Bon, on y reviendra juste après. Je libère Jean-Éric. J'ai une petite dernière question quand même. Ce championnat du monde, il est varié. Il n'y a pas que les 24 heures du Mans. C'est quoi ton autre circuit
circuit préféré finalement de ces 8 manches dans le cadre du WEC? Il y a une piste en particulier qui te plaît? Ouais, Spa. Ah. Spa, pour moi, c'est une de mes pistes préférées. Après, il y avait un autre circuit que j'adorais, mais qu'on n'a plus pour le moment, c'était Monza, Ah qui ouais? était remplacé par Imola. Ouais, donc je dirais Spa et Monza, c'est 2 circuits que j'adore. Ouais, c'est pas mal, circuit mythique. Merci en tout cas pour ta présence, c'est un plaisir de Plaisir, t'avoir. c'était super. Et puis on se retrouve beaucoup. très bientôt pour d'autres belles émissions et puis sur les courses d'endurance évidemment. On te souhaite le meilleur, on croise les doigts. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Salut, Merci. Jean-Eric. Et oui, c'est vrai que ces anecdotes justement et cette gestion de l'humain, c'est ultra important. Olivier, comment est-ce que tu arrives, alors en plus des pilotes justement, à gérer ces mécaniciens, la fatigue de certains, peut-être, voilà, quand certains font des petites erreurs, ça peut arriver, ne pas déstabiliser l'équipe. Ouais, c'est le côté en fait qui rend cette course, la préparation de course assez unique. Moi, je me rappelle très bien de la toute fin des premières 24 heures en 2007 avec Peugeot. Ouais. Moi, je venais à l'époque, c'était mon premier projet d'endurance. J'avais fait du championnat du monde des rallyes qui était un niveau qui était assez élevé à l'époque. Et quand on avait vu les voitures, j'avais pas été super impressionné techniquement, logiquement sur ces voitures-là. Alors il y avait une partie qui était très impressionnante, c'est la partie moteur. Ouais. Sur la partie châssis, j'avais pas été hyper impressionné. Et donc je considérais quand même qu'au bout d'un moment c'était un truc bon voilà, mais bon, c'était pas si impressionnant que ça. Et en fait c'est là où j'ai pris la dimension du truc, c'est je pense à la fin de ma première 24 heures, donc tu finis t'es rincé. Ouais. Nous on avait en plus à l'époque ça se passait pas bien, c'était la première année. Enfin la première année chez un constructeur, généralement c'est une catastrophe, c'est-à-dire que On essuie les plates quoi. T'essuies les plates, t'as un qui marche, t'as pas les process en place, humainement t'es pas réglé, tes équipes tu sais pas comment les faire bosser. Donc à la fin tu termines, effectivement c'est ce que disait Jeff, à 16h le samedi t'es déjà rincé, t'as juste envie d'aller dormir, là tu sais Alors que ça vient de commencer. ça a pas commencé. Et puis de toute façon après tu te lèves, tu arrives sur le circuit à 8h du matin et tu renquilles jusqu'à 8h du soir. Donc en fait c'est pas 24 heures mais 36 heures que tu vas faire. Et donc et à la fin de ça, je me suis dit quand même là c'est un truc, j'ai jamais fait un truc pareil quand même. C'est quand même humainement, moi j'étais pas trop dans ce truc un peu esprit d'équipe machin, bon voilà. Et quand même là tu vois, ah ouais mais quand même ce qu'on a réussi à tirer des gens et donc c'est là que comme ça j'ai attrapé le virus. Et j'ai pris quand même une grosse claque, je me rappelle ce soir-là. Ah, j'imagine, effectivement. Et alors la gestion, est-ce que l'adrénaline aussi fonctionne pour les team managers, pour les responsables techniques? Moi chez moi ça marche comme ça. En tous les cas c'est sûr, c'est qu'effectivement je peux tenir très très longtemps sur l'adrénaline. Et par contre, quand ça s'arrête, il faut pas me demander grand-chose. Eh ouais. Là, je pense que c'était là on a essayé vaguement de se réunir après l'équipe, après la course, et j'étais dans un état à peu près, t'es quand même dans un état assez détruit. Et nous, combien de temps d'ailleurs tu mets pour te remettre de ça? Ça dépend. En fait, c'est super long parce que ça ressemble un peu à un gros décalage horaire. Donc tu mets une semaine au moins. Je suis pas sûr d'être encore complètement remis. Chaque année, je me dis que Vincent, c'est pas un truc à faire, que c'est n'importe quoi, faut le refaire. Chaque année, on y retourne. Non, mais en fait, il y a une dimension qui est le fait de travailler très dur en groupe avec une équipe pendant une année pour un objectif et d'emmener, ça te dit, des gens au bout de la fatigue physique. Voilà. Et la dimension physique, elle est super importante en 24 heures parce que si tu prépares pas ça, tu rates ta course. C'est une composante très importante. Nous, on passe le message chaque année à nos équipes que c'est le travail, bien fait, mais pas de fioriture, et après c'est au lit. Et donc tout ce qu'on peut prendre en termes de sommeil, on essaie de le capitaliser avant. Et on a fait pareil cette année. Et les années passant, on est de mieux en mieux organisé. Nos routines sont plus calibrées. On sait que on a moins de problèmes aussi techniquement. Bien sûr. Ce qui aide quand même à se coucher tôt. Mais on sait que, par exemple, quand on va changer notre moteur dans la nuit du mercredi au jeudi, on a une équipe spéciale qui vient pour faire ça pendant que les autres vont dormir. Donc le truc est calé quoi. Et on sait qu'ils changent ça, le process, les gammes, c'est ça. Et ça, c'est des choses qu'on a travaillé et qu'on n'avait pas la première année et qu'on a maintenant. Et qui montre quand même l'évolution un peu de l'équipe aussi, la façon dont on appréhende les 24 heures. Mais ce qui est difficile, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les séances, une fois que ça commence, je veux dire, le mercredi, le jeudi, on parle vraiment du Mans, ça se finit tard. Et donc, quand le drapeau à damier de la dernière séance d'essai libre est à minuit, à quelle heure on rentre à l'hôtel? Si hôtel il y a. Alors ça termine, je vous dirais, moi, ça a dû terminer à 10h, je pense, ou minuit, oui, 10h, minuit. Oh non, c'est minuit, mais... Minuit, ouais, donc moi, je dirais 1h30, 2h après. Ah ouais. On essaie de faire court là ce soir-là parce qu'on fait généralement pas de débrief ou des débriefs avec nos pilotes assez simples. D'accord. Et on se garde ça pour le lendemain matin avec une tête un peu reposée. Oui, j'imagine effectivement. Alors quand on est sur le circuit, parce que les pilotes, je pense, ont un petit endroit pour se reposer justement pendant que la course a lieu. Est-ce que c'est le cas aussi pour les mécaniciens ou est-ce que vraiment ils dorment dans le stand et... Ils dorment dans le stand. En fait, les pilotes sont
Alors on laisse le choix. Et majoritairement, les nôtres, en tout cas, préfèrent être logés pendant toute la semaine dans l'enceinte du circuit. D'accord. Pour perdre le minimum de temps possible. Donc il y a tout un système de motorhome un peu élaboré là, qui permet de loger des pilotes. Et par contre, pendant la course, on a des chambres. Alors, c'est un bien grand mot. Des Algeco, quoi. Ouais, voilà, mais c'est ça. Des blocs. Espèce de containers dans lesquels on met à peine un lit et sur lesquels ils peuvent dormir. Là, ils sont directement au-dessus de l'hospitalité, donc dans le working paddock, ce qui nous permet de nous les avoir à moins de 200 mètres du box si jamais on a un plan de roulage qui est établi avec des routines et des tours, hein, ce qu'on appelle un run plan. Parfois ça dévie parce c'est arrivé à Jeff notamment là, pas cette année mais l'année d'avant où il a dû passer je sais plus 4 heures, il vous dira mieux, dans la voiture la nuit parce que on a eu un safety car sous la pluie et que dans ce cas-là on rentre pas pour changer quoi que ce soit parce qu'on consomme rien et donc du coup on garde notre pilote. Et donc ça décale tout le plan. Ça c'est bien pour celui qui devait prendre le volant et qui dort. Oui, mais généralement on essaie d'éviter de le réveiller du coup, mais voilà. Mais c'est mon. Ce qui veut dire, ça c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'alarme pour se réveiller à 3 heures. Non, ils dorment. Ils se gèrent personnellement. Nous, par contre, on les réveille en plus. C'est-à-dire qu'on s'assure quand même qu'on envoie. Donc on a un système avec des physios. Effectivement, ils sont encadrés par des physios, ils sont surveillés par des physios. Puis on a des personnes qui s'occupent effectivement de les aider un petit peu pendant ces 24 heures. Ça te manque pas ça de pas avoir vécu ces 24 heures justement quand t'entends ça, Christophe? Non, ça me manque pas, mais ce côté-là, je veux dire de fatigue. Non, parce que moi, effectivement, j'avais du mal à supporter les heures à pas dormir. Là, donc, 3 heures par nuit, j'avais besoin quand même de me les faire. Donc, mais de toute façon, moi, j'étais dans l'équipe conception. Donc, du coup, sur place, à part emmerder les mecs, c'était à peu près inintéressant, quoi. Mais donc, t'y es allé quand même. Oui, bien sûr. Bah, à chaque fois. Mais bon, t'es là, si jamais il y a une décision à prendre technique, t'es forcément là, t'as besoin d'être là pour que prendre la bonne décision. Mais en général, ça se passe pas trop mal. Parfois, il y a eu sur les 905, quand on a fait le triplé, on a eu les échappements à 4 heures d'arrivée qui ont tous pété. Alors qu'au Castellet, avec les vibreurs qui étaient pas pareils, on avait fait les 24 heures sans souci, enfin même jusqu'à 30 heures, je crois, on poussait. Donc là, on a dû faire face à qu'est-ce qu'on fait. Alors on a simulé, on a fait présenter des maquettages, etc. Puis après, quand on a fait rentrer les 3 voitures, et puis clac, on a changé les échappements. On a perdu, je sais pas, 3 minutes par bagnole, mais on a quand même assuré le triplé. Mais là, on était passé au travers du problème technique, quoi. Donc là, faut être là, quoi, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il y a les mécaniciens, mais bon, l'ingénieur, il peut avoir aussi son mot à dire. Est-ce qu'on anticipe justement, parce que je me souviens avec Audi à l'époque on en parlait, le changement de boîte de vitesse en très peu de temps, dans la conception même de la voiture, on pense déjà au fait de pouvoir démonter rapidement ou pas du tout? Tu le fais, mais maintenant c'est devenu tellement des courses de sprint que de toute façon un arrêt au box ça condamne. D'accord. Donc, même, y compris sur les 24 heures. Et s'il n'y a plus droit à l'erreur, en fait. Hein. Nous, 94, aujourd'hui, cette année, elle fait une course sans aucune... on a un problème technique qui nous dégrade la performance sur quelques relais, mais sinon, on n'a aucun arrêt pour des problèmes de fiabilité, zéro, absolument zéro. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est nettoyer nos pontons, enlever un peu de gomme pour éviter de surchauffer, mais c'est tout, quoi. Et donc, et c'est le cas pour nous, mais c'est le cas pour tout le monde. En réalité, quand on regarde, il y a beaucoup de voitures qui ont eu des sans faute comme ça. Donc ça a moins d'importance. Et clairement, l'époque où Audi changeait sa boîte de vitesse ou son train arrière, c'est complètement révolu. D'accord. Absolument aucune possibilité de gagner les 24 heures ou même de bien figurer si on fait ça. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Jeff. Il y a une seconde, quoi, une grosse seconde entre le premier et le 20e de la catégorie hypercar, quoi. Exactement. Donc là, ça a quand même vraiment évolué. C'est vrai qu'il y a cet équilibrage des performances qui permet aussi peut-être à tous les constructeurs de se battre pour la victoire. C'est ce qui est intéressant. Oui, alors à partir du moment où l'équilibrage est bien fait, ça permet de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que je dirais on continue à développer parce qu'en fait c'est quand même un métier où le principe c'est de rechercher la performance et le principe c'est de se différencier des autres pour terminer premier. Donc la nature est ainsi faite que dès qu'on bloque une porte, on essaie d'en ouvrir une deuxième. Et donc les champs techniques de développement ont changé au fil des années, mais le principe de dire je cherche toujours à pousser les limites, 1 du règlement, 2 de la fiabilité, parce que bien souvent on a quand même aussi des compromis où on sait que extraire de la performance nous coûte de la fiabilité. On est tout dans une espèce de jugement un peu voilà. Et ça n'a pas changé. C'est un peu le cœur de notre métier, ça n'a absolument pas changé. Je dirais ce qui est impressionnant, c'est que parce que les moyens techniques et les connaissances progressent, c'est ce qu'a décrit Christophe, on fait aussi de la validation banque qui nous permet de s'assurer qu'on peut sévériser des cycles, des cas de charge qu'on ne peut pas reproduire proprement sur la piste.
ceux des 24 heures en tout cas, même aller au-delà. Sur piste, on a fait des endurances qui ont duré 39 heures. Donc on a fait 2 endurances de 39 heures. Wow. Donc c'est une 39 heures avec une voiture, c'est une sacrée logistique. Parce qu'il faut quand même, ça tourne à au moins 3 équipes, parce que voilà. Et donc et on fait 39 heures parce que c'est le maximum qu'on puisse faire. On fait 24 heures en fait plus 15 heures, qui sont le maximum qu'on a à faire quand on loue une piste aujourd'hui. Si on pouvait faire 45, on ferait 45. Mais c'est incroyable la logistique que ça déploie, parce qu'on parle d'une course de 24 heures, mais On tourne. faire une 39 heures, enfin ça doit être fou. C'est des roulements. Ah ouais. Ouais. Sauf que la difficulté, c'est aussi, je pense, pour les pilotes de rester focus, parce qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'autres problèmes. Enfin, c'est vraiment, faut rouler pour rouler, quoi. C'est ça. Et je pense que là, effectivement, le niveau d'adrénaline n'est pas forcément le même qu'en course, c'est certain. Mais ouais, de toute façon, c'est la clé. C'est d'arriver à mettre du kilométrage dans des bonnes conditions. Et ce qu'on ne sait pas mettre comme en termes de kilométrage sur voiture, de le reproduire au banc. Eh oui, mais sauf que c'est jamais la même chose. Quand c'est au banc, je veux dire, par rapport à... Ça sera de toute façon différent, mais il faut anticiper au niveau du banc ce que tu penses être par le cycle, la définition du cycle, une marge supplémentaire qui te permet malgré tout de te border pour l'exploitation de piste. Donc tu essaies de faire quand même au mieux, mais il faut savoir où mettre le curseur. Bon, là, il y a des cas, tu le mets un peu trop au-delà, des cas pas assez. Ouais, faut. Après, je sais pas si c'est le cas actuellement. Quand tu fais les endurances, la nuit, vous tournez en continu aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'à l'époque de la 905, on n'avait pas le droit de tourner au Castellet la nuit. Ah, Donc, pour le bruit. Voilà, pour le bruit. Non, c'est ça qui nous limite en fait. Donc c'est qu'on peut pas enchaîner 2 nuits d'affilée par contre. D'accord. Donc, comme on cherche à tourner de façon continue, effectivement, c'est ce qui nous limite à 32 heures. Donc en fait, le départ se passe à 16h, mais à 8h, quoi, dans une journée comme ça. C'est ça. Ah Et ouais. du coup, sur la 905, on avait fait des endurances et on gardait la nuit dans le box la voiture et on la gardait en chauffe pour ne pas créer des cycles chaud-froid. Donc, sauf que à faire des démarrages, des arrêts, démarrages, des arrêts, on avait complètement usé les cams, les poussoirs, etc. Donc, c'était créé un problème qui en fait n'en était pas un, uniquement parce qu'on avait voulu s'adapter à la limitation de ne pas pouvoir tourner la nuit. Voilà. Donc, tous ces problèmes-là, on les voit effectivement. C'est difficile de les entrevoir tant que t'es pas eu le nez dedans, mais Ah oui. bon, après on fait face, on fait différemment, voilà. Mais là, en l'occurrence, on était tombé dans le piège une année pour cette histoire de redémarrage intempestif la nuit pour maintenir le moteur en température pour pas qu'il y ait de cycle chaud-froid. Voilà. On se rend compte que c'est une sacrée logistique quand même pour se préparer. Alors pour les 24 heures, mais aussi pour toute la saison finalement. Est-ce qu'on peut se dire que si on fait une endurance de 39 heures, voire même 2, bon, bah, c'est facile d'aller au Qatar, d'aller à Bahreïn sur 8 heures, sur 6 heures, ou pas? Forcément, parce que le problème de l'endurance, c'est que quelque part, vous êtes tributaire des conditions météo. Donc on peut très bien se retrouver au Castellet, à rouler, à valider du moteur au mois de février ou au mois de mars, et puis on se retrouve au Qatar où il va faire 10 degrés de plus. Donc on va essayer, nous, de masquer les radiateurs, enfin augmenter les températures, d'autres choses, mais enfin, c'est compliqué de couvrir en fait tout le scope, notamment du WEC avec les courses outre-mer, dans des validations qu'on fait principalement en Europe et en hiver. Et puis de toute façon, l'histoire démontre qu'on n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire qu'on le fait de mieux en mieux, mais on n'arrive jamais vraiment à le faire. Ce que racontait Christophe sur l'histoire qui est connue effectivement des échappements 905, 908 en 2009 quand on gagne, on a une voiture qui à la fin est à l'agonie, a plus de frein, est en train d'user on est en train de se demander jusqu'à 1 heure de la fin si on va pas changer les freins et devoir s'arrêter. Et finalement, ce qui aurait probablement interverti les positions des 2 voitures de tête, on décide de pas le faire, mais la décision a été compliquée à prendre quand même. Et ça, et des problèmes comme ça, on en a plein. Heureusement, on les règle. Et ces décisions, on les prend après avoir eu une nuit blanche et c'est une partie du challenge d'ailleurs. C'est pas tellement de rester éveillé parce que ça limite on va boire des cafés, on va y arriver. C'est surtout d'être capable d'être à peu près lucide pour prendre des décisions. Et on l'est pas tout le temps parce que quand on regarde à froid ce qu'on a décidé la veille ou pendant la course, parfois on se dit bah là on a quand même mieux fait de faire autre chose. Ça arrive, ça fait partie du truc. Mais oui, l'idée c'est d'arriver à se préserver et puis à s'organiser surtout parce que c'est quand même tout un système. C'est vraiment ça que c'est un sport d'équipe qui est assez incroyable. C'est un système où on supplée un petit peu les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des moments où il y en a un qui va être un peu moins bien et qui va peut-être faire une boulette. Alors l'idée c'est de lui montrer fais attention, là t'as pas vu ça. C'est pas tellement pour lui pointer le doigt dessus, c'est plutôt lui dire, ben voilà, tu vois, en tant qu'équipe, on t'aide, là t'es pas bien, tu vas aller dans 2 heures quand moi je serai pas bien, tu vas m'aider un peu, quoi. Voilà, donc ça fonctionne un peu comme ça. Et nous, en tous les cas, c'est ce qu'on essaie d'instaurer, et sans ça, je pense qu'on n'y arriverait pas. Quelle est la part, j'allais dire, entre les 24 heures du Mans et le championnat du monde d'endurance? Parce que on essaye vraiment aussi depuis quelques années du côté de l'ACO de monter en puissance ce championnat, ce qui est une réalité. Il y a quand même la part des 24 heures du Mans qui reste encore très importante. Est-ce qu'en tant que constructeur, on s'intéresse aussi au championnat du monde?
Oui, je pense que tous les constructeurs s'intéressent parce que déjà, alors c'est pas le cas pour tous les pays pour Peugeot, mais il y a des pays qui sont des marchés importants pour Peugeot qu'on va visiter, donc il n'y a pas uniquement le marché français. Mais c'est pareil pour tous les constructeurs, pas forcément les mêmes pays, mais ils ont aussi des pays où ils ont des intérêts commerciaux qui sont importants. Et puis après, c'est important aussi d'avoir des courses. C'est quelque part, on fait ça pour avoir la visibilité de la course. Faire une seule course par an, c'est un peu, voilà, ça serait vraiment. Là, ça existait à l'époque. Malheureusement, fin des années 90, il n'y avait pas de championnat. Quoi. Mais on bénéficie un peu de ça. Après, c'est assez compliqué à juger ces dernières années parce que le fait est qu'en fait, le championnat se développe. Donc, quand on commence une saison, on a l'impression que c'est mieux que l'année dernière que l'année d'avant. Chaque année, c'est mieux, c'est plus gros. Et puis après, on arrive aux 24 heures du Mans et c'est encore plus gros que l'année d'avant. Donc, en fait, on se dit tout le temps, finalement, maintenant, le championnat, il est au niveau des 24 heures parce qu'on se rappelle des 24 heures de l'année d'avant. Puis finalement, on arrive aux 24 heures de 2025, on trouve qu'il y a encore plus de monde et que c'est encore une plus belle course que les années précédentes. Donc ouais, je pense quand même que les 24 heures garderont toujours un peu ça sera toujours le point d'attrait principal pour les constructeurs. C'est le joyau, quoi. Ouais, c'est le joyau, et puis il y a un côté un peu, c'est le joyau, il y a un côté mythique, il y a pour les équipes, il y a ce côté humain, fatigue extrême, il y a le côté extrême du truc de notre exercice qu'on voit quand même qu'une fois par an, et c'est pas plus mal d'ailleurs qu'on le voit qu'une fois par an. Il faudrait pas une deuxième course de 24 heures, on est d'accord. Ouais, pas maintenant tout de suite, idéalement. Non, pas maintenant, évidemment. Christophe, t'as vu cette évolution, toi, du championnat du monde d'endurance? Parce que début 90, il y avait un championnat groupe C, quoi. Ouais, mais en fait, il a été vite réduit à peau de chagrin, hein, parce que à la fin, ça s'est retrouvé contre Toyota et Mercedes, Toyota. Enfin, ça s'est vite fini à 3 constructeurs, puis 2. Donc, l'idée de départ, c'était d'avoir des moteurs 3,5 litres équivalents à ceux de la Formule 1. Voilà. Et donc, les prix étaient diaboliques au niveau de ces moteurs-là. Donc, les équipes ne pouvaient pas s'acheter ces moteurs-là. Et puis, les constructeurs venaient d'arriver avec ce type de moteur. Donc, c'était aussi un peu compliqué pour les fabriquer. Et surtout, ça coûtait très cher, quoi. Par contre, toi, à titre perso, c'est ce qui t'a permis d'aller faire le pas pour aller en Formule 1. Bah moi, en fait, j'étais en Formule 1 quand Jean Todt a quitté Peugeot Talbot Sport à la fin du triplé au Mans, et puis qui m'a effectivement fait la proposition de le rejoindre chez Ferrari. Donc moi, après, j'ai passé 14 ans avec lui chez Ferrari, et là, je dirais essentiellement centré sur la Formule 1. J'ai eu une fois une intervention à faire sur la 333 SP, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'il y avait des problèmes de fiabilité de cam aussi, cam poussoir, pour changer. Et donc, j'avais développé notamment une connaissance assez pointue sur ce sujet-là, et donc j'ai pu l'appliquer directement là-bas pour résoudre le problème. Mais sinon, effectivement, le 99% du boulot, c'était la F1, quoi. Et quand je dis 99% du boulot, c'était du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Enfin, oh là là. Voilà. Oui, on bossait énormément. Ah oui. Là, il y avait pas d'autre solution, hein. Alors des fois, on était embêté un peu parce qu'il y avait des clients Ferrari, parce que Enzo Ferrari avait dit que les clients Ferrari c'était le monde entier, et donc il y avait pas de solution pour qu'en interne on puisse vraiment leur porter assistance, hein. Ils devaient se débrouiller, et en fait ils appelaient, et donc on pouvait pas refuser. Donc moi je passais des heures le week-end aussi à assister des clients qui avaient des Formule 1 des années précédentes pour leur expliquer des pièces, comment faire fonctionner le moteur, etc. Donc j'ai dit à Jean Todt à un moment donné, écoutez Jean, là il va falloir qu'on s'arme peut-être différemment, parce que si on veut vraiment être performant en Formule 1, moi je préfère passer mes week-ends à faire effectivement ce qu'il faut au niveau de la F1, et pas s'occuper de la compétition client les clients en fait qui faisaient tourner les anciennes F1. Et là c'est à partir de là qu'on a commencé à mettre en place, Jean Todt a pris le sujet en main, et puis a fait effectivement mettre en place le musée, le service client, etc., qui permettait de séparer les activités. Et après, en dernière partie, il y a eu le merchandising qui est arrivé, qui lui a renfloué aussi les caisses, parce qu'on vendait, on gagnait plus d'argent par le merchandising que les voitures qu'on vendait en série, quoi. Donc c'était une autre époque. Donc il y a eu toutes ces évolutions qui ont été faites et qui ont modelé la F1, et alors l'endurance, c'était le parent pauvre chez Ferrari à l'époque. Maintenant, c'est très différent. Maintenant, c'est devenu important parce qu'il y a eu le budget de cap en Formule 1 aussi. Je pense. Alors moi je saurais pas dire, mais si c'est ça, peut-être, ouais. C'est ce qui explique, j'imagine, en tout cas Olivier, l'arrivée de beaucoup de constructeurs, non ? Ouais, parfois, je sais pas. Enfin, on a beaucoup fantasmé sur le fait qu'il y avait effectivement des équipes qui se sont retrouvées sans travail à cause du budget de cap, et qui du coup se retrouvaient sur l'hypercar. Bon, c'est certain que ça a dû les aider parce qu'ils ont
Et il faut reconnaître qu'ils ont réussi à développer une hypercar très performante très rapidement et gagner la première année, ce qui est quand même remarquable quand on connaît la difficulté. Donc sûrement ça a dû les aider, mais je pense pas qu'aujourd'hui l'endurance existe parce qu'il y a le budget de cadre de la F1. Après, je pense que ça existe surtout parce que ça répond, parce qu'il y a une conjonction de plusieurs choses. D'abord, il y a eu quand même et il faut le saluer parce que nous constructeurs, on n'est pas toujours en phase et on sait aussi dire quand ça va pas. Mais il faut saluer le fait qu'il y a eu quand même un effort qui a été fait pour construire ce règlement, pour assainir la situation financière chez les constructeurs en essayant de contrôler les coûts, permettre aux constructeurs de rester et de s'impliquer et sortir de cette espèce d'ère du développement à outrance du LMP1 qui, d'un point de vue ingénieur, c'était la meilleure. Ouais, la meilleure, c'est une évidence. Mais simplement, aujourd'hui, la réalité, c'est que le modèle économique, il tient pas. C'est ça. Et donc, je pense que malgré l'augmentation de la notoriété du championnat, il tiendrait pas encore aujourd'hui si on le remettait sur la table. Sans trahir de secret, on est sur une fourchette de budget de combien à peu près entre les constructeurs plutôt LMH et puis ceux qui utilisent la catégorie LMDH? Est-ce qu'on a une idée à peu près? Difficile à dire. Nous, on communiquera pas sur nos chiffres, mais après, je pense que c'est entre LMH et LMDH, c'est deux modèles économiques assez différents. Mm-hmm. Le LMH, il y a un ticket d'entrée qui est très élevé parce qu'on développe ses propres organes. On peut faire ce qu'on veut. Dans le cadre du règlement, oui. Dans le cadre du règlement technique, oui. Il y a plus de liberté, c'est vrai. C'est un règlement qui est plus libre. Aussi bien au point de vue aéro qu'au point de vue moteur et transmission surtout. Et système hybride. Et par contre, donc c'est plus cher en ticket d'entrée, surtout quand comme nous on repart un petit peu de zéro. Et donc il faut tout redévelopper, tout remettre en œuvre. Et par contre après on paye nos pièces à prix coûtant entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a personne qui marche sur le prix de nos pièces. Donc une fois le programme est lancé, c'est plutôt à mon avis plus économique quand c'est bien géré. D'accord. Au même niveau de gestion, on va dire. Ah, intéressant. Moi, je voulais parler du fait de gérer finalement cette entreprise. Hein, c'est une équipe, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Christophe. Comment on gère une saison d'endurance? Alors, il y a une course par mois, mais bon, il faut bien occuper aussi les équipes. Est-ce que le rythme, c'est quoi? C'est 6 jours sur 7 occuper les gens, hein. C'est pas le sujet. Bon, d'accord. On a plutôt du mal à leur faire prendre leur jour de congé. Ah, donc voilà, c'est ça. non, mais c'est... D'abord, on a une intersaison qui est super courte, en fait, parce qu'on termine à la mi-novembre et on reprend. Alors cette année, on l'a repris fin février, oui. Donc ça fait pas beaucoup. Entre-temps, on essaie de caler un petit peu des validations et pour le préparer le Mans. Nous, on a souvent un début de saison, les 6 premiers mois là, qui est très dense parce qu'on fait en fait, on est limité en termes de nombre de jours d'essai. Donc on a un nombre de jours d'essai qui était cette année, je crois, de mémoire à 10 jours. C'est pas beaucoup. Sur lequel on peut mettre parfois plusieurs voitures. Et donc on a essayé d'empiler ces jours au maximum en début de saison de façon à se préparer pour le Mans. Et on roule relativement peu après le Mans. Ce qui veut dire qu'on a en fait un début de saison entre janvier et le Mans qui est super dense en termes de roulage d'exploitation. Et puis après ça dépend, on a un autre cycle qui se superpose à ça, qui est le développement de la voiture. Donc là, on était cette année avec une homologation qui était figée. Donc on n'a pas eu ça cette année. Mais par exemple, si on regarde l'hiver 2023-2024, ça a été une période les plus denses puisqu'on essayait de préparer le début de saison 2024 qu'on a fait au Qatar avec l'ancienne voiture et d'amener la nouvelle sur la course d'après Imola. Donc, à la fois une équipe qui homologuait la voiture. Et en fait, on se rend compte que même dans une équipe de 130 personnes, c'est quand même un petit peu les mêmes personnes. On n'a pas cette séparation franche entre les gens qui font du développement et de l'exploitation. On a des gens qui font que l'exploitation, mais c'est très très limité. En réalité, l'équipe ne pourrait pas tenir sans les ressources de R&D qu'on injecte en permanence. Et oui, parce qu'on en parlait justement de ces nouveaux métiers qui sont créés. En fait, on a vraiment une variété de personnes qui font partie d'une même équipe finalement. Ah oui, parce que à gérer en fait à la fois la conception et l'exploitation. Si on prend l'ingénierie, par exemple, vous avez des gens qui à la fois sont des dessinateurs, des concepteurs, des gens qui font du calcul également ou de la simulation. Et à l'autre côté de l'échelle, vous avez des gens nous on développe nos outils de stratégie de course. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui font du développement software. Et donc tout ça, ça fait une palette de métiers qui est quand même dans une équipe de 130 personnes, c'est large, on va dire. Est-ce qu'on va voir les petits camarades pour essayer de prendre des talents ailleurs ou pas du tout? Oui, ils le font et on le fait aussi. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà. Ouais, c'est vrai que quand on est un talent, j'allais dire, c'est vrai qu'on peut toujours être... récupéré. C'est tendu. Non, mais le marché, sérieusement, le marché du personnel aujourd'hui sur les équipes comme ça, et notamment en hypercar qui est un peu en développement, notamment parce que nous, on n'est pas en vase clos, c'est en train de s'étendre. On a en gros entre une ou deux équipes qui se montent par année, donc tout le monde recrute, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait une idée, parce que l'endurance, on sait qu'il y a plusieurs catégories, donc je parlais de 3 catégories aux 24 heures du Mans, mais il y en a 2 sinon dans le championnat. Est-ce qu'il y a
potentiellement, je sais pas, une idée d'aller ailleurs qu'en hypercar ou pas du tout pour Peugeot? C'est une question qui reste ouverte, mais je veux dire, il y a les GT3 et il y a également l'hypercar. Alors, le problème du GT, c'est que par principe, il faut avoir dans sa gamme une GT. Donc C'est vrai. pour Peugeot, ça ferme un petit peu la porte. Ouais. Après, c'est le groupe Stellantis qui pourrait... Qui pourrait éventuellement, là c'est plus tellement un problème de marque, mais l'idée c'est aussi quand même d'arriver à avoir une visibilité qui est la plus diversifiée possible. Il est probable qu'en ayant 2 catégories en endurance, on n'ait pas 2 fois la visibilité, donc Oui. c'est plus intéressant d'investir probablement ailleurs, mais ça c'est un choix qui est fait directement par les marques en fait. Hein. Ça fonctionne comme ça chez Stellantis. Hein. Chaque marque est relativement indépendante sur ses choix de programme sportif. Et alors, la cohabitation en piste entre les LMGT3 et les hypercars, elle se fait bien? Parce que, certes, il y a beaucoup d'écarts de vitesse, mais bon, après, on l'a bien compris avec Jean-Éric, il faut tout optimiser, il faut perdre le moins de temps possible. Et oui, mais c'est ça qui fait l'intérêt de ces courses-là. C'est-à-dire que ça fait partie c'est une particularité qu'ont nos pilotes, c'est de savoir gérer du trafic et des voitures qui sont quand même beaucoup plus lentes qu'eux, Ouais. de perdre le moins de temps possible. Pour regarder les courses de WEC, là, même au Mans, c'est la même chose. Vraiment, c'est toujours un petit peu pareil. Vous avez un peloton qui va s'étirer sur 5-6 tours, le temps de reprendre le premier pack de GT, et après c'est à celui qui dépassera le mieux. Et là, on refait des écarts. Et donc ça fait partie de ce qu'on leur demande, ce à quoi ils s'entraînent. Ce à quoi on a du mal à les entraîner pour être franc en essai, à part leur demander d'aller rouler dans d'autres championnats. Donc on a des pilotes qui roulent notamment en IMSA, en LMP2 pour s'entraîner pour ça aussi. Et puis Un peu de simulateur, peut-être? ouais, simulateur, mais le dépassement sur simulateur, c'est pas la partie sur laquelle qu'on travaille le plus. Et on commence même à travailler au niveau engineering pour nous essayer de les prévenir, les mettre dans le bon tempo. Là, ça va passer. Là, tu peux passer, ce genre de choses. Donc ça, on en est là aujourd'hui, hein, parce qu'on sait que une seconde lâchée dans un dépassement parce qu'il n'est pas fait au bon endroit ou un risque pris, à la fin, on a des écarts qui sont de quelques secondes, hein, sur les courses au WEC des 6 heures. Ah, c'est clair, ça c'est impressionnant. Enfin, je sais pas, j'imagine du côté du technicien, de l'expert, de voir qu'il y a si peu d'écart, alors qu'il y a tellement de contraintes finalement autour. Ça vient pas que du moteur, la performance, ça vient pas que des éléments mécaniques. Non, bien sûr, c'est un tout, puis chaque voiture est spécifique. Hein. Tu vas avoir une voiture qui est très sensible à l'aéro, l'autre moins, l'autre refroidissement, l'implantation des organes, etc. Donc il y a autant de voitures que d'êtres humains, quoi. Enfin, je veux dire, chaque voiture a son caractère, a sa personnalité, et c'est d'ailleurs toujours une découverte quand on pose la voiture sur la piste de la calibrer finalement, de voir comment elle réagit. Donc toute la première approche, c'est de faire une photographie, si possible plusieurs photographies de la voiture dans différentes conditions pour essayer de se l'apprivoiser, de la comprendre, pour pouvoir déjà préparer l'itération d'après. Qui corrige les défauts si on a trouvé les défauts. Ouais, parce que c'est facile à dire, oui, il faut changer ça. Oui, mais il faut avoir les données aussi pour. Puis, on va bientôt conclure cette émission, mais il y a aussi les différents manufacturiers de pneus. Donc, finalement, rouler sur une piste où tu as des Goodyear et des Michelin qui s'usent pas pareil, ça aussi, ça peut peut-être un peu changer les donnes ou pas? Non, nous, en hypercar, c'est Michelin qui est donc le partenaire du... Oui, non, je veux dire avec les gommes qui sont laissées par les autres pneus des autres catégories, non? Nous, la problématique, les pneus, d'abord, on a le choix de gomme, généralement. Alors, au Mans, on a 3 crans de gomme aujourd'hui en slick, hein, en hypercar. Au Mans, tout est ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Généralement, le choix n'est jamais entre les 3. Ça, c'est toujours situé entre 2 suivant les conditions météo. Donc soit tendre, médium ou dur, en gros. Au Mans, exactement. Mais au Mans, c'est très souvent tendre et médium. C'est un circuit qui use relativement peu. On fait assez facilement les triples relais. C'est pas vrai, l'enjeu n'est pas vraiment l'usure des pneus. Par contre, sur l'autre piste, ça peut le devenir, ça l'est même. Et là, la stratégie est super importante. Et ça, c'est des éléments. Et je disais tout à l'heure, ce qui démontre la complexité un petit peu de ce qu'on fait, c'est que malgré tous les efforts d'engineering qu'on met, malgré les efforts d'analyse, malgré tout je pense que vous imaginez absolument pas le niveau de données qu'on récupère, qu'on traite aujourd'hui avec des outils d'intelligence artificielle qu'on a pu développer. Oui. Ça s'est énormément développé ces dernières années. Et malgré tout ça, on est parfois surpris parce qu'on a des phénomènes physiques qu'on comprend pas. On a des moments où on a la voiture qui s'éteint en performance ou que le contraire se rallume en piste parce que les pneus, la température, à un moment donné, la charge, l'énergie qu'on a mis dedans, c'est des phénomènes qui sont thermomécaniques, qui sont très complexes et qu'on maîtrise pas complètement encore. Bien sûr. On commence à avoir des bribes pour comprendre un petit peu, mais c'est ça qui est un peu magique dedans, c'est que malgré tout cet effort d'engineering, il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas la maîtrise complète de ce qu'on fait. Il y a encore la magie de l'expérience, justement. Ouais.
Exactement. Mais ça fait partie du plaisir aussi. Et ça fait partie de la magie de l'endurance. Et ben voilà, on arrive au bout de notre émission dédiée à l'endurance, justement. J'espère que ça vous a plu. Ah bah, trop super. Bon. Je suis ravi d'avoir retrouvé Olivier. Ça reste une bonne surprise. Ah oui, voilà, c'est ça, c'était une bonne surprise. On est en lien aussi, voilà, dans notre motorhome. Bah, merci d'être venu dans ce motorhome, justement. Christophe Marie, donc, longtemps ingénieur, voilà, maintenant un peu plus au vert. Un peu plus retraité. Voilà, exactement. Mais bon, faut bien se reposer un moment. Ah bah. Et puis Olivier, là, faut pas se reposer, la saison continue. Ça, au Donc boulot, ouais. voilà, le WEC continue. Bah, merci d'être venu en tout cas, donc directeur technique et team principal de cette équipe Peugeot Sport. Vous êtes le bienvenu et tu es le bienvenu quand tu veux. Voilà, Merci beaucoup. dans le motorhome. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Radio Sport justement pour un nouvel épisode dédié soit à l'auto, soit à la moto. En tout cas, vous allez découvrir les coulisses de cette émission. Merci Maître Capello, je t'ai pas oublié. Hein. Mais encore heureux, Lyon, avec ça. Tu vas repartir à pied, tiens, pour la peine. Bon d'accord, bon allez ok, je sors du motorhome. Ciao ciao, merci beaucoup.